Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons terminer notre cours, commencer plutôt notre deuxième cours concernant les composantes du milieu naturel. Donc, nous devons savoir que parmi les composantes du milieu naturel, donc, il y a les 4 grandes composantes, donc l'atmosphère, la biosphère, l'hydrosphère et la lithosphère. Donc, nous allons travailler aujourd'hui sur la première composante qui est l'atmosphère. L'atmosphère, c'est là où les perturbations climatiques existent. Et nous devons savoir que la première source émise qui arrive, plutôt source d'énergie qui arrive au sol, c'est le soleil. Donc le soleil, il émet une certaine énergie, mais cette énergie, ou bien sous forme de rayonnement, mais ce rayonnement n'arrive pas dans sa totalité au niveau du sol, mais il est filtré au niveau de l'atmosphère. Sinon, ça sera vraiment une catastrophe si toute cette énergie arrive au sol. Donc, l'atmosphère, il vient protéger le globe terrestre. Il vient envelopper la Terre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il y a une partie qui va être filtrée. Donc, il n'y a que le 1/3 qui arrive à pénétrer bien de ce rayonnement la couche atmosphérique. Et le reste, il est réfléchi, bien absorbé par les gouttelettes d'eau, par les nuages, etc. Et donc, on va parler plus précisément d'un phénomène qui s'appelle l'albédo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'albédo? L'albédo, par définition, c'est le pourcentage de l'énergie réfléchie par rapport à l'énergie incidente. Donc, je répète, donc c'est le pourcentage d'une énergie réfléchie par rapport à une certaine énergie qui arrive au sol, donc qui est incidente, qui est projetée. Donc, cet albédo sur la surface de la Terre, il varie d'une surface forestière, d'une surface désertique, donc c'est pas le même taux de réflexion. Donc, si vous êtes par exemple à la plage en été et vous marchez sur le sable, vous allez sentir une chaleur, donc une chaleur émise par le sable. Donc, on peut dire que l'albédo au niveau du sable est beaucoup plus important au niveau du sable. Et donc, cette réflexion va se sentir par cette chaleur. Donc, si on est aussi dans une forêt dense, donc l'albédo est faible. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet de ce que vous connaissez par la photosynthèse. Donc, il y a une absorption aussi importante aussi de cette énergie. Donc, voilà pourquoi l'albédo change donc, en fonction de la nature de la surface. Il est aussi important au niveau plutôt il est faible au niveau des océans, parce que les océans ont tendance à absorber donc cette énergie. Il est important au niveau des pôles. Donc la neige, par sa couleur blanche, aussi a la tendance à réfléchir le maximum d'énergie. Et donc c'est la raison pour laquelle on dit que, par exemple, en été, on s'habille en clair, on a tendance à réfléchir l'énergie, pour ne pas contenir cette énergie, et en été, on prend plutôt des couleurs sombres. Donc voilà grosso modo comment fonctionne cet albédo et par rapport au rayonnement solaire. Donc sur la figure, nous avons quelques exemples. Donc, neige, banquise, donc l'albédo il est à peu près de 95%, de 60 à 95% de réflexion, 5% d'absorption. Au niveau des terres agricoles, ça varie entre 5 et 30%. Au niveau des forêts, l'albédo, il est entre 5 à 20%, il est faible. Au niveau des déserts, donc c'est 30 à 50%, il est beaucoup plus important par rapport aux forêts.
Et au niveau des océans, il varie aussi entre 5 à 10%. Il est faible parce qu'on a tendance à absorber beaucoup plus d'énergie. Donc, si on revient à la couche atmosphérique, l'atmosphère terrestre, c'est une enveloppe qui entoure la Terre. Donc, les scientifiques la divisent en plusieurs couches. Cette division est principalement due aux variations de température lorsque l'altitude augmente. Ça veut dire que on a divisé l'atmosphère en plusieurs couches en fonction de cette variation des températures. Donc, on connaît très très bien, c'est-à-dire si on est à la surface du sol et on va monter en altitude, on a tendance à sentir une diminution de température. Et on dit généralement que la température diminue de 1 degré tous les 100 mètres d'altitude. Donc si on monte en altitude de 100 mètres, on a tendance à diminuer environ d'1 degré. L'atmosphère est responsable aussi de ce qu'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre, c'est comme une enveloppe. Et ce phénomène d'effet de serre, ça va réchauffer la surface de la Terre. Donc sans l'effet, bien sans le rôle de cet effet de serre, donc la température moyenne sur Terre serait de moins 18 degrés contre 15 degrés actuellement. Là, donc si on va essayer de voir le découpage de l'atmosphère de bas en haut, donc la première couche, c'est dans laquelle nous vivons, c'est la troposphère. Donc elle est d'une épaisseur moyenne de 8 à 15 km d'altitude. L'épaisseur de cette couche varie entre 13 et 16 km à l'équateur. Donc elle est beaucoup plus importante au niveau de l'équateur. Mais entre 7 et 8 km au niveau des pôles. Donc elle s'amincit au niveau des pôles. Donc elle contient à peu près 80 à 90 de la masse totale de l'air et la quasi-totalité de la vapeur d'eau. Donc plus on va monter, plus il y aura une diminution de l'air. Donc c'est la raison pour laquelle on dit si on monte en altitude, on a tendance à manquer d'oxygène. Donc plus on monte en altitude, donc on va manquer d'oxygène, de vapeur d'eau, etc. Donc c'est la couche où se produisent tous les phénomènes météorologiques, c'est-à-dire les perturbations climatiques d'une manière générale. Donc les vents, les pluies, les nuages, etc. La deuxième couche qui vient ensuite, ça sera la stratosphère. Là, la température croît avec l'altitude jusqu'à 0 degré. Donc elle est d'une épaisseur de 8 à 15 km d'altitude. Elle peut atteindre jusqu'à 50 km. Donc cette stratosphère, elle abrite principalement la couche d'ozone. Donc c'est la couche chaude. La troisième couche, c'est la mésosphère. Et là, la température décroît avec l'altitude aussi, de 50 km d'altitude à 80 km d'altitude. Donc, elle arrive jusqu'à atteindre moins 80 degrés Celsius. C'est la couche dans laquelle se forment les météores, les étoiles filantes. C'est ce que nous connaissons, c'est-à-dire les étoiles filantes par exemple. La dernière couche est la thermosphère, ou bien on peut l'appeler aussi autrement, la ionosphère. La température croît avec l'altitude de 80 km d'altitude à 350 km à 800 km d'altitude. C'est dans cette couche qu'évoluent les navettes spatiales ainsi que les stations orbitales. Nous allons revoir tout cela sur la figure. Nous allons apercevoir que cette température qui a tendance à diminuer, regardez bien, donc en montant en altitude au niveau de la couche la plus basse, la troposphère. Et c'est là où nous avons toutes les perturbations climatiques.
Et là, sur la figure, on peut voir que certains nuages, surtout qui se trouvent au niveau de l'équateur, arrivent vraiment à une altitude considérable, donc une altitude assez élevée. Par la suite, donc, il y a la température va croître, donc principalement au niveau de la couche d'ozone qui va plutôt sentir une augmentation de la chaleur, parce que la couche d'ozone est considérée comme la couche chaude, et aussi au niveau, elle atteint le maximum au niveau de la thermosphère. Et c'est la raison pour laquelle on parle on l'a nommé de thermosphère en fonction de la chaleur de cette couche. Et ensuite, elle va décroître jusqu'à atteindre les moins 80 degrés Celsius, ou bien même moins 123 degrés Celsius. Et par la suite, il y aura une augmentation, bien sûr, qui sera beaucoup plus importante au niveau de la ionosphère. Donc voilà, grosso modo, ce que nous avons appelé les différentes couches de l'atmosphère. Au niveau de l'atmosphère, il y a ce que nous avons déjà cité, les perturbations climatiques. Et ce qui nous intéresse, surtout nous, c'est l'étude ou bien l'analyse du climat. Par rapport à notre espace géographique, le climat, il a une importance considérable pour connaître les caractéristiques d'une région, d'une zone ou d'un territoire. Donc le climat est l'ensemble des conditions atmosphériques au-dessus d'un lieu, pendant que le temps est la combinaison des éléments suivants. Nous allons voir la température, les précipitations et les vents à un moment donné. Ces éléments sont appelés éléments du climat. Et c'est ce que nous allons étudier dans notre cours. Donc chaque élément a une importance considérable dans la définition du type du climat. Par exemple, si on va commencer par la température, donc la température par définition est le régime thermique d'un milieu et la variation des températures enregistrées en ce milieu. On va surtout parler de l'amplitude thermique annuelle qui est la différence de la température entre les mois les plus chauds et les mois les plus froids au cours d'une année. Donc la température varie avec les saisons, l'altitude, la latitude et la proximité de la mer. Vous allez me dire pourquoi la température est-elle aussi importante? La température influe sur l'atmosphère, sur les êtres vivants, donc la végétation, sur le sol, sur l'environnement de l'homme. Donc la température conditionne généralement notre vie sur Terre. Par exemple, la température, elle peut intervenir, par exemple, dans l'état, bien dans l'espace géographique. On peut avoir, par exemple, un espace désertique, un espace forestier. Et donc, en fonction de cette variation de cette température, donc, si la température est chaude, par exemple, nous allons avoir une absence d'eau, un climat qui sera sec, et donc une forte évaporation. Et donc, tout cela est la conséquence de la situation dans laquelle on va se trouver si la température est tellement élevée. Donc, la température est élevée dans les déserts, elle est basse au niveau des forêts, au niveau des espaces humides, etc. Et donc, voilà la raison pour laquelle on étudie la température. Et si on veut étudier les variations de température, généralement, on les étudie sur une certaine période assez longue.
Donc la période minimale pour étudier les températures, généralement est évaluée à 30 ans. Donc on ne peut pas étudier dans une zone ou bien dans un espace la température seulement sur une année. Pourquoi? Parce que une année n'est pas une référence pour bien maîtriser l'étude de ce paramètre climatique. Donc la température, on va le voir par la suite, elle influe sur pas mal de paramètres, tels que par exemple le phénomène de l'érosion. Donc la température est aussi responsable par exemple de la fragmentation des roches, de l'altération. La température est responsable aussi dans les sécheresses qui se trouvent au niveau du globe terrestre. Donc une forte température a tendance à assécher l'eau, à assécher l'humidité qui se trouve au sol. La température aussi, quand elle est basse, elle a tendance à adoucir le climat, à geler par exemple les substances liquides telles que l'eau. Parce que l'eau à une certaine température qui est basse, il devient une glace. Donc tout ça reflète l'importance de l'étude du paramètre température. Donc en deuxième lieu, nous avons les vents. Les vents aussi qui sont un paramètre très important, surtout dans la circulation des masses d'air. Donc le vent et l'air, en mouvement, en agitation de l'air, il est un déplacement de l'air des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Les principaux vents sont l'Alizé, le Mistral, le Typhon, l'Harmattan, la Mousson. La direction du vent, par exemple, s'observe grâce à la girouette ou un manche à air. Donc pourquoi aussi l'importance des vents au niveau, lorsqu'il s'agit par exemple des paramètres climatiques? Parce que tout simplement les vents aussi ont beaucoup d'effets sur la typologie du climat, sur la nature du climat d'une région ou d'une autre. Donc le vent, il peut ramener l'humidité comme il peut assécher l'endroit. Donc on peut avoir un vent chaud, donc un vent chaud qui passe dans une zone, donc il va jouer le rôle d'un séchoir, donc il va assécher la zone. Il peut aussi ramener de l'humidité en ramenant par exemple les nuages. Donc, et les nuages sont chargés généralement de gouttelettes d'eau et par conséquence vont arroser la région par laquelle elles passent. Donc les vents aussi sont responsables dans d'autres facteurs tels que la vie biologique des plantes. Donc il y a la pollinisation des plantes. Les vents aussi sont responsables dans certaines régions, surtout désertiques, de l'érosion qu'on appelle l'érosion éolienne, donc les déplacements des sables, de la poussière. Donc les vents ont un rôle très très important dans la définition ou bien dans l'analyse de l'espace géographique. Et nous allons voir plus tard. Mais là, j'ai presque oublié de parler aussi, pour l'étude des vents, il y a une période dans laquelle on doit se limiter. Et si on veut étudier les vents, on doit les étudier pendant une période minimale d'au moins 6 ans. Pourquoi? Parce que généralement, les vents ont tendance à varier pendant le jour. Donc, du point de vue prélèvement météorologique, les vents se prélèvent toutes les 3 heures. Donc, donc on commence à 0 heure, 3 heures, 6 heures, 9 heures, midi, donc 16 heures, 18 heures, donc 21 heures, et puis minuit. Et donc, pourquoi? Parce que le vent, il a tendance à changer d'intensité et de vitesse.
Et c'est la raison pour laquelle c'est difficile de cerner cerner pas plutôt l'étude des vents. Et donc c'est la raison pour laquelle donc, on a tendance à augmenter le nombre de prélèvements pendant les 24 heures. Et l'étude, si elle est bien faite, donc elle doit s'étaler sur une période d'au moins 6 ans. Pour les précipitations, et les précipitations c'est aussi un des 3 paramètres importants, comme les températures et les vents. Donc les précipitations sont responsables de l'existence de l'eau, principalement. Donc c'est à travers les précipitations que nous avons l'eau sur Terre. Donc la précipitation est la chute de l'eau contenue dans l'atmosphère au sol. Il existe plusieurs formes de précipitation, donc la forme liquide, telle que les pluies, la forme solide, telle que la neige ou bien les grêles, et la forme gazeuse, brouillard, rosé. Les pluies ont pour origine l'évaporation des eaux. Donc, si on va essayer de revoir par la suite le cycle de l'eau, donc nous allons voir que il y a tout un cycle qui va aboutir au phénomène de précipitation. Donc d'abord, il y a les surfaces d'eau qui sont généralement représentées par les océans, par les lacs, par les mers. Donc cette eau va être évaporée. Donc l'évaporation, premier responsable de l'évaporation, c'est bien les températures. Donc l'eau va augmenter en altitude, donc, et à un certain moment va se refroidir. Donc l'eau elle est évaporée sous forme, plutôt elle va augmenter en altitude sous forme de gaz, sous forme de gouttelettes d'eau, plutôt sous forme de gaz, pardon. Donc à un certain moment, il y aura un refroidissement, d'où condensation, et par la suite, il y aura saturation au niveau des masses d'air, et une fois la masse d'air est saturée, il y aura précipitation. Donc là, je récapitule, les pluies ont pour origine l'évaporation des eaux, l'évaporation étant la transformation de l'eau en vapeur. Le refroidissement vient par la suite, de l'air transforme cette vapeur en liquide au niveau de l'atmosphère. Ensuite, il y a condensation. Condensation au niveau de la masse d'air. C'est la transformation de la vapeur d'eau à l'état liquide. Quand l'atmosphère ne peut plus supporter les gouttelettes d'eau, donc quand la masse d'air elle est chargée, donc les gouttelettes d'eau ont tendance à tomber. Donc c'est ce que nous appelons le cycle. Voilà, jusque-là, on est arrivé à définir les 3 grands paramètres ou bien éléments du climat, les précipitations, les températures et les vents. Et on arrive à la fin de notre cours et on va terminer ce cours pendant la deuxième phase. Et on va s'intéresser plutôt au cycle de l'eau et aux grandes zones climatiques. Au revoir.